Quelques mots pour présenter Catherine Saget. Catherine Saget, vous êtes titulaire d'un doctorat en économie de l'Institut universitaire européen de Florence. Actuellement, vous êtes chef d'unité au département de la recherche du Bureau international du travail BIT. Vous êtes l'auteur principal, entre autres publications, du rapport annuel phare de l'OIT qui s'intitule Perspectives sociales et emploi dans le monde 2018, une économie verte et créatrice d'emplois. Vous avez participé à la création d'une unité sur les salaires au sein de l'OIT et vous avez travaillé sur la fixation du salaire minimum. Vous êtes également co-rédactrice du rapport 2019 sur l'impact du stress thermique sur la productivité et le travail décent. Vous trouvez la référence de cette brochure dans la bibliographie qu'on vous a envoyée avant le séminaire. Merci, la parole est à vous. Donc, merci Manuela et merci à vous tous d'être avec nous ce matin. Je ne m'attendais pas à une participation aussi nombreuse, ça me fait vraiment plaisir et aussi ça me fait plaisir de pouvoir parler de mon travail et des recherches que nous menons au BIT juste à côté de chez moi et d'avoir l'occasion aussi de voir comment ces problématiques globales elles, sont présentes aussi ici dans ma ville. La façon dont l'Organisation internationale du travail voit la particularité de la transition juste, c'est l'importance donnée à la santé et à la sécurité au travail. C'est ce que nous rappellent en 2015 les principes directeurs pour une transition juste, qui disent que dans la transition et aussi dans cette nouvelle économie verte qu'on veut créer, il est important que les emplois créés soient des emplois qui respectent la santé et la sécurité des travailleurs. Pourquoi est-ce que cette thématique de l'environnement elle est importante pour le marché du travail ? Premièrement, c'est parce que beaucoup d'emplois dépendent directement de la qualité de l'environnement. Pensez à la biodiversité, à la pollinisation, à la qualité de l'eau. Tout ça dépend d'un environnement sain. Ce que je voudrais dire aussi avant de passer au stress thermique par rapport à la transition. On estime que les objectifs des accords de Paris, donc limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, pourraient permettre de créer d'ici 2030 24 millions d'emplois. Dans le même temps, cette transition, qui est basée sur la transition essentiellement du secteur énergétique, c'est-à-dire plus d'énergie renouvelable, plus de véhicules électriques et une meilleure isolation des bâtiments, cette transition, elle permettrait de créer 24 millions d'emplois. Cependant, 6 millions seraient perdus. Donc on voit au niveau global une création nette d'emplois de 18 millions. Donc 18 millions au niveau mondial, c'est bien que ce soit positif, mais c'est quand même pas énormément. Donc essentiellement, ce qu'on dit là, c'est que la transition au niveau global peut permettre de créer un petit peu d'emplois, essentiellement parce que les emplois créés dans l'économie verte, ils ont une intensité en emploi plus forte que des emplois typiques de l'ancienne économie, par exemple dans le secteur des mines. Évidemment, d'autres transitions, par exemple l'économie circulaire, plus de une économie, la transition dans le secteur agricole peut aussi permettre de créer plus d'emplois, donc plus que ces 18 millions nets. Donc maintenant, si on passe à un des impacts du changement climatique, qui est le stress thermique. Il y a d'autres catastrophes naturelles qui ont un impact sur l'emploi, mais là, si on se concentre sur vraiment l'impact du stress thermique. Donc maintenant, je vais structurer ma présentation rapidement. D'abord, pourquoi est-ce que le stress thermique, c'est important pour le travail décent, pour nous, l'organisation? Deuxièmement, quel est son impact sur la productivité au niveau global, mais aussi pour tous les pays? Et ensuite, voir quelles sont les mesures d'adaptation, donc encore une fois au niveau global. Donc on essaie de voir, de déterminer, de faire une classification de politiques qui peuvent aussi s'adapter à des pays en Afrique qui disposent évidemment de moyens très différents. Alors le stress thermique se réfère à une situation où il fait trop chaud pour travailler à un rythme normal. Le stress thermique restreint les capacités des travailleurs et on estime que déjà à 24-25 degrés, on ralentit, on a tendance à faire plus de pauses, on est moins efficace dans son travail. Et à 33-34 degrés, la performance du travailleur peut chuter jusqu'à 50%, évidemment suivant le type de travail. Et là, on parle d'un travail physique, comme c'est le cas dans le secteur de la construction ou de l'agriculture. Évidemment, de façon encore plus importante, le stress thermique, c'est un risque
pour la santé des travailleurs. Et je pense que vous aurez d'autres présentations qui vont vous parler plus en détail du risque pour la santé des travailleurs. Donc là, je vais passer très très rapidement. Mais peut-être juste pour dire qu'il y a évidemment les facteurs environnementaux, mais que les équipements, par exemple, peuvent aussi être un facteur de risque. Donc, quels sont les facteurs qui influencent le niveau du stress thermique? Bien évidemment, il y a la température, mais également l'humidité, comme on le sait évidemment de notre propre expérience, ainsi que le fait si on travaille à l'ombre ou au soleil. Ça, c'est très important. Et si on est exposé directement au soleil, évidemment, ce n'est pas pareil. Et la vitesse du vent. Il y a aussi des facteurs qui sont liés au type de travail. J'ai mentionné déjà si on fait un travail qui est très intense physiquement, et les vêtements et les équipements de protection. Donc, ce qui fait que les travailleurs de l'agriculture et de la construction sont parmi les plus exposés. Vu ce que je viens de vous dire, vous comprenez tout de suite que des pays où il y a beaucoup de travail agricole, où le secteur de la construction est plus important, dans ces pays-là, les travailleurs sont plus exposés en moyenne à un risque thermique. Donc le stress thermique, comme vous l'avez dit, David, est exacerbé par le changement climatique. Donc on s'attend à ce que les choses empirent. C'est aussi ce qu'on trouve avec nos nouvelles estimations. Et en même temps, pour nous au BIT, ce qui est très important, c'est que souvent le stress thermique, il est un obstacle au développement de nos pays membres les plus pauvres. C'est-à-dire qu'il compromet la réalisation des objectifs de développement durable parce qu'il est pire dans les pays qui ont déjà beaucoup de difficultés avec leur marché du travail. Donc maintenant, venons-en à notre méthode et les résultats sur l'estimation de l'impact du stress thermique sur la productivité du travail. Déjà, juste peut-être une phrase d'introduction, c'est que au département de recherche de l'OIT, on doit évidemment être capable d'avoir des résultats de recherche. Pour certains d'entre vous qui aussi faites de la recherche, on doit avoir des résultats, des tendances au niveau global pour tous les pays, pas seulement pour des pays où il y a beaucoup de données. Donc on est obligé de faire des hypothèses. Donc on a 2 années, 95 et 2030. On fait l'hypothèse que les travailleurs travaillent dans 4 secteurs, les services, l'industrie, l'agriculture, la construction. Et on veut des résultats pour tous les pays, évidemment au niveau global et régional. Donc on a 3 types de données. On a bien évidemment des données et des projections climatiques, non seulement pour tous les pays, mais par zone. Des médecins ont estimé, suivant le type d'intensité physique et le niveau de température, quelle est la perte de productivité. Donc si vous pensez à un travailleur de l'agriculture qui travaille à l'ombre, il fait 35 degrés, vous pouvez estimer que sa productivité ralentit, je ne sais pas moi, de 2 ou 3%. Et donc on agrège toutes ces données-là et c'est comme ça qu'on arrive à estimer quel est l'impact du stress thermique, de l'augmentation des températures sur les heures de travail, sur les heures où on ne peut pas travailler à 100%, mais juste à 80 ou 90%. Et bien entendu, on a aussi des données très détaillées sur l'emploi, y compris des projections, puisque je vous disais qu'on veut aussi des données sur 2030. Donc on a toutes ces données. Donc on trouve qu'en moyenne, le stress thermique réduit les heures de travail en 2030 de 2,2%. 2,2%. Si vous les convertissez en termes d'emploi, ça fait quand même 80 millions d'emplois à temps plein qui sont perdus. Si vous pensez aussi en termes de croissance, ça fait beaucoup de croissance qui est perdue juste en une année parce qu'il fait trop chaud pour travailler sur le marché du travail qu'on connaît avec des vraies données, pour travailler à une intensité, à une productivité normale. Vous voyez aussi que certaines régions sont plus affectées par l'impact négatif, par la réduction des heures de travail, notamment l'Asie du Sud, l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, l'Afrique de l'Ouest. Alors que vous voyez de l'autre côté, à l'extrémité droite du graphique, vous voyez que nous, par exemple, l'Europe de l'Ouest, en moyenne, en 2030, on perdrait 0,1% des heures de travail. Donc ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est pas vrai. C'est parce que c'est une moyenne annuelle. On sait bien que si on regarde juste les mois les plus chauds, les semaines les plus chaudes, il y a un vrai problème. Donc là aussi, il faut faire quelque chose. Mais même si vous regardez pour l'année, vous voyez que certains pays, certaines régions vont beaucoup
souffrir. Donc là, j'ai des résultats qui sont par secteur. Évidemment, on voit que les heures de travail perdues sont surtout dans le secteur de l'agriculture et de la construction, puisque ce sont ces travailleurs qui vont subir le plus fortement les hausses de productivité. En même temps, on sait bien qu'il y a des secteurs, par exemple le secteur des textiles, même les bureaux, les gens qui travaillent en boulangerie, qui travaillent près des machines ou près des gros ordinateurs dans l'intelligence artificielle, ces gens-là vont être aussi impactés. Mais on ne voit pas ça dans nos estimations globales. On a vu les tendances mondiales et sous-régionales. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans des pays, on voit certains pays, par exemple, qui ne perdaient, par exemple le Togo, en 95 que 4% des heures de travail. En 2030, on estime que la perte des heures de travail pour le Togo sera de 7%. Donc un pays qui a d'énormes difficultés de développement a vraiment une grosse contrainte dans son développement. Le BIT, tous les 2-3 ans, fait l'état du taux de couverture de protection sociale dans tous les pays du monde par risque. Et si vous faites une corrélation très simple entre le niveau de protection sociale et la perte de productivité, vous voyez en fait que ce sont les pays où il y a le moins de protection sociale, le moins d'accès à la santé, le moins d'assurance accident, etc., que ce sont ces pays-là qui sont le plus affectés. On a aussi trouvé que le stress thermique se concentre dans les pays où il y a plus de travailleurs pauvres. Par exemple, là encore, l'Afrique subsaharienne et certains pays d'Asie. Donc le stress thermique se concentre dans les pays où il y a un grave déficit de travail décent. Donc d'une certaine façon, il contribue à augmenter les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Et enfin, on a aussi trouvé que c'est un moteur de la migration. C'est-à-dire que dans les régions, dans les pays où il y a plus de... Pensez à l'agriculture, par exemple, si les gens ne peuvent plus vivre de leur travail agricole, évidemment, ils vont migrer. Comme je l'ai dit, on n'a pas les résultats pour la majorité des pays de l'Ouest, alors qu'on sait même que ces pays-là sont de plus en plus concernés avec le changement climatique. Les vagues de chaleur sont de plus en plus importantes et on va avoir des estimations très prochainement là-dessus qui montreront que dans les mois les plus chauds, la perte de productivité, même sur un pays comme la Suisse, on peut la voir dans les chiffres. Maintenant, si on passe en revue, quelles sont les mesures d'adaptation pour les différents acteurs du marché du travail? Donc nous, notre point de vue dans l'organisation, c'est que tout le monde a un rôle, bien sûr, et aussi que c'est sur le lieu de travail que les mesures d'adaptation peuvent être mises en œuvre. Donc évidemment, le but, l'objectif pour nous au BIT, dans l'organisation, c'est que tous les pays membres aient une politique de santé, sécurité au travail qui soit exhaustive, qui soit complète, c'est-à-dire qui partent de l'identification des risques, c'est-à-dire une politique de prévention. Ensuite, il faut passer au volet de l'assurance accident et également voir si le système de santé est capable de répondre aux besoins qui sont générés par le stress thermique et le fait que c'est un risque avéré pour la santé des travailleurs. Donc ça, c'est l'objectif, avoir une politique de santé-sécurité au travail qui soit vraiment exhaustive. Maintenant, on doit aussi être capable de dégager des mesures qui peuvent aussi être mises en œuvre par des pays africains, puisque c'est aussi les plus exposés. Donc là, ne serait-ce que des campagnes d'information pour dire aux gens et aux travailleurs à quoi s'attendre dans les jours qui viennent, c'est déjà une mesure très importante. Donc ici, ce que je voudrais dire en matière de protection sociale, puisque ça dépasse le cadre de la santé et sécurité au travail, mais ça peut être très important dans les pays où justement il y a des déficits, c'est de dire que les pays membres ont fait énormément de progrès en ce qui concerne l'accès à la santé, à un système de santé gratuit de base. Maintenant, en ce qui concerne l'accès aux soins à long terme, or on sait que le stress thermique il a des conséquences sur la santé des travailleurs à long terme. Là, on voit qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Et en matière d'assurance accident, la majorité des pays n'ont pas, les travailleurs n'ont pas accès à une couverture accident. Donc ça, c'est un gros problème. Donc, le rôle des employeurs, je pense que mes collègues ils vont faire le tour des mesures peut-être de façon plus ciblée et je vais repasser rapidement
là-dessus. Mais, enfin, les employeurs ont un rôle évidemment très très important parce que le principe, c'est quand même que l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité au travail des employés, des travailleurs. Mais les travailleurs ont aussi un rôle dans la mise en place des mesures d'adaptation, notamment des actions individuelles, la formation, le dialogue social, etc. Maintenant, je voudrais juste, pour terminer, ce sera ma dernière diapo, dire quelque chose sur les normes internationales du travail, c'est-à-dire des standards minimums sur lesquels se sont mis d'accord les pays membres et aussi les syndicats et les employeurs membres de l'organisation. Donc le principe général, c'est la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la santé, de la sécurité au travail du travailleur. Maintenant, les normes, souvent des recommandations, elles font référence à la nécessité de protéger les travailleurs, y compris au niveau de la température, d'adapter les heures de travail, et non seulement sur les lieux de travail, mais aussi parfois dans les cantines, les lieux de récréation, etc. Certains standards, certaines normes qui s'appliquent seulement dans certains secteurs, par exemple la construction, la pêche, le commerce et les bureaux, là aussi font référence à des problématiques de température et comment l'employeur doit réagir. Mais ce que vous voyez là, et ce sera le message final, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standards, de lois qui intégreraient tous les défis de la transition verte sur le plan de la santé et sécurité au travail. Il y a des principes généraux et des principes dans certains secteurs. On a parlé à un certain moment donné d'une norme sur la transition verte. Je pense que là, ce n'est pas vers ce quoi l'organisation va. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci. Ma question, elle est plutôt une demande d'information. Je voulais évoquer l'Organisation internationale de normalisation et qui a mis au point l'ISO 7730, je crois qu'on dit comme ça, et qui établit en fait des règles et des normes en matière de ce qu'ils appellent d'ergonomie des ambiances thermiques modérées, et qui est en fait un ensemble de méthodes et d'instruments qui permet d'évaluer les bâtiments notamment. Et je voulais savoir si c'est quelque chose que d'abord vous connaissez, puis peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Puis si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est quelque chose à explorer. Voilà. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'ai vu que cette semaine, l'OIT a publié une nouvelle étude qui s'appelle Assurer la sécurité et la santé au travail à l'heure du changement climatique. Je pense qu'il y a des nouvelles données et aussi de nouveaux exemples sur certains pays et les réponses que certains pays ont donné sur la santé et sécurité en cas de changement climatique. Je voulais savoir si vous pouvez dire peut-être quelques mots sur cette nouvelle étude qui vient juste d'être publiée, parce que justement hier, j'ai commencé à le lire et c'est intéressant de savoir si vous avez été associé à cette étude et ce qu'il y a de nouveau en fait, parce qu'il y a des nouvelles données, des nouveaux exemples. Peut-être aussi ça va enrichir la discussion. Merci beaucoup. Donc la première question, je vais la passer à un collègue. Mais pour répondre à votre question, oui, tout à fait, puisqu'on a fêté, hier, il y a eu beaucoup d'actions au niveau global et ici aussi pour la journée mondiale de la sécurité au travail. Et donc le BIT a publié 2 rapports en fait, dont l'un est plus spécifique sur le stress thermique. Donc là, ce qui est vraiment important dans ce rapport, mais qui, je pensais, dépassait le cadre de notre introduction, c'est qu'il est très fort il couvre en fait les politiques d'adaptation mises en place dans 25 ou 30 pays depuis 2019. Donc en fait, on voit bien, d'ailleurs, je pense que le niveau de participation ce matin le montre, que c'est un thème qui touche énormément les gens et aussi les politiques, et les pays, ils ont fait beaucoup. Alors évidemment pas assez, et des fois on peut dire oui c'est des mesurettes, c'est pas ça, mais en fait il s'est passé énormément de choses depuis la publication de notre rapport en 2019, et donc ce rapport effectivement il vous dit ce que font les pays par rapport aux normes. Voilà. Je vais juste répondre à la première question. Vous avez mentionné la norme relative aux ambiances thermiques. Je pense qu'on va en parler, Jean et moi, un peu plus tard. Effectivement, c'est la norme qui définit les températures, ce qu'on appelle les températures WBGT acceptables. Et puis en fait, c'est le modèle qui est derrière pas mal d'études et derrière toutes les recommandations de temps de travail, par exemple. Et derrière ça, il y a cette fameuse norme WBGT qui est en fait notre référence.